Voilà. Et quand on parle du développement des territoires, le citoyen lambda, quelle est sa mission? Il se pose la question, qu'est-ce que moi j'ai à faire sur mon territoire? Quand on prend le développement même, il y a des outils qu'il faut utiliser. Donc, comme je le disais, la décentralisation est un outil. Après, il faudrait qu'on ait un plan directeur. Il faudrait une planification, il faudrait un plan directeur, il faudrait qu'on ait des planifications. Et l'autre outil important, non négligeable, c'est la participation citoyenne. Cela voudra dire que nous ne pouvons pas faire le développement d'un territoire sans associer les citoyens qui sont concernés. Ils sont à la base de leurs problèmes, ils peuvent être des solutions également. Cela voudra dire naturellement que les citoyens doivent être pris en compte en amont et en aval de tout le processus. Et donc, c'est le lieu également de sensibiliser les citoyens. Mais il faudrait que les élus créent les conditions pour que ces citoyens puissent vraiment participer. Ça veut dire quoi? Si vous avez le pouvoir pour améliorer les conditions de vie des citoyens, vous devez amener les citoyens à comprendre que vous ne pouvez pas faire le développement sans eux. Donc, c'est une volonté que les élus doivent manifester. Parce que dans notre contexte, les citoyens ont peur d'approcher les détenteurs de pouvoir. Et donc, une fois qu'on dit qu'il est ministre, on dit qu'il est maire, les gens ont peur de vous approcher. Mais il faut leur faire comprendre que non, nous devons travailler ensemble. Si vous m'avez mandaté, je n'ai pas la solution magique à vos problèmes. C'est ensemble que nous allons participer au développement du territoire. Je dois vous écouter, savoir quelles sont vos vraies aspirations et vous demander quelles sont les priorités et comment nous pouvons répondre à cela. Donc, c'est un travail participatif. Et donc, si les élus n'adoptent pas cette démarche pour rassurer les citoyens, il n'y aurait pas une adhésion. Or, quand il n'y aura pas d'adhésion, pour que les citoyens puissent participer aux actions de développement, alors on n'aura pas de résultats probants. C'est comme vous demandez à votre enfant à la maison de se lever pour balayer la cour, il refuse de le faire. Même quand vous-même vous débrouillez pour balayer la cour, quand vous revenez, il rend encore la cour sale. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez fatigué à un moment donné. Donc, si les gens comprennent dans un premier temps que la cour doit être propre et que chacun de nous doit veiller à sa propriété, vous voyez que la tâche est déjà plus facile pour vous. On n'a même plus besoin de dépenser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, pour rendre nos villes propres, on dépense beaucoup d'argent pour payer les gens. Or, les citoyens sont à la base de cette insalubrité. Et donc, si les gens sont bien éduqués, les gens sont bien sensibilisés, je pense qu'ils participeront librement au développement de leur territoire. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est d'amener l'ensemble des parties prenantes à comprendre ce processus et également amener chacun ou bien chacune des parties prenantes à connaître ses responsabilités et ses obligations afin que le processus puisse aboutir, nous permettant d'avoir des résultats probants. Cela veut dire qu'il y a une relation intrinsèque entre le développement et l'entrepreneuriat, est ça? Absolument, parce que c'est les hommes qui font le développement. Le développement, c'est l'idée, c'est le travail, c'est les moyens, ce sont les moyens, c'est ça. Donc, il faut des hommes. Même si on a des décideurs ou bien des détenteurs de pouvoir pour donner l'impulsion, mais cette impulsion n'est pas accompagnée, n'est pas soutenue, mais il n'y aura pas de changement. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est d'abord les hommes. Il faut entreprendre. Ça veut dire quoi? Même si vous êtes décideur politique, vous devez entreprendre. Quand il y a un problème, il faut se lever pour dire que c'est une situation anormale. On doit agir. Et pour agir, il faudra qu'on trouve une solution. Déjà, vous êtes dans la dynamique entrepreneuriale parce que vous n'attendez pas que d'autres personnes viennent régler votre problème. Mais vous vous levez pour dire, nous pouvons agir pour apporter la solution à ce problème-là. Déjà, c'est le point de départ. Et en le disant, vous allez mobiliser d'autres acteurs pour venir s'associer à vous. Il y a des gens qui vont apporter leur ingénierie, leur savoir-faire. D'autres vont amener leurs ressources pour qu'il y ait action. Et donc, l'entrepreneuriat est à la base du développement. Donc, comme on le dit, il y aura des acteurs qui sont des entrepreneurs. Eux, c'est le social. Ce n'est pas le gain, c'est le bénéfice qui les préoccupe. Mais c'est le changement positif, le changement sociétal qui les préoccupe. Mais il y a des entrepreneurs aussi qui visent plus le profit. Ce qu'on constate actuellement,
nous avons plus d'entreprises classiques dont les promoteurs ne recherchent que leur profit. Et la plupart des acteurs qui détiennent notre économie ne pensent pas trop au bien-être collectif. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'en Europe, et on a commencé par développer la nouvelle approche qui consiste l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Cela voudra dire que dans notre société, nous devons penser à la création de la richesse, mais nous devons viser d'abord des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux, et nous devons agir en synergie pour apporter des solutions à cela. Cela ne voudra pas dire qu'il ne doit pas avoir un modèle économique, mais nous devons viser plus l'intérêt général. Et en le faisant, nous devons aussi agir de manière solidaire, en faisant aussi une gouvernance démocratique. Ça veut dire que ce n'est plus seulement une seule personne qui est le détenteur du capital, qui travaille et quand il gagne de l'argent, il empoche cela, il fait ce qu'il veut, mais nous travaillons de manière collective et nous agissons ensemble pour régler des problèmes. Et quand il y a bénéfice à la fin, nous investissons toujours dans nos actions pour continuer par régler d'autres problèmes. Donc si on n'agit pas comme ça, c'est vrai, on peut développer l'entrepreneuriat classique, mais à un moment donné, ce qu'on va constater, c'est que ceux qui tellement profitent de cet entrepreneuriat ne participent pas trop au développement, à part les impôts, les taxes qu'ils paient à l'administration fiscale. La plupart des ressources sont empochées par les promoteurs. Ce qui fait que sur le territoire, il peut y avoir développement d'activités économiques, mais cela profite plus aux promoteurs. C'est ce qu'on voit dans les grands pays aujourd'hui. Mais d'autres pays sont arrivés à trouver d'autres modèles qui méritent d'être encouragés. Donc, quand je parle de l'économie sociale et solidaire, par exemple, c'est des choses aussi qu'il faut expérimenter. Et dans notre contexte actuel, je pense quand même que l'économie sociale et solidaire pourrait aussi être une solution. Mais avant d'en arriver là, nous devons aussi mettre l'accent sur l'entrepreneuriat classique parce qu'il faut créer de la richesse. Ceux qui créent de la richesse vraiment doivent être encouragés. Et notre tissu économique aujourd'hui est plus axé sur les petites et moyennes entreprises, les TPME. Les grandes entreprises occupent environ 1% de notre tissu économique. Mais, M. Kondo, vous imaginez, les grandes entreprises occupent 1% du tissu économique, mais représentent presque 93% du poids financier de notre économie. Et les TPME qui représentent 99% environ ne représentent que 7% du poids économique. Cela voudrait dire que quoi? Nous avons sur nos territoires aujourd'hui des petites et moyennes entreprises, des très petites et moyennes entreprises, mais qui ne sont pas trop viables. Ça veut dire que les promoteurs n'arrivent pas à créer suffisamment de richesses et ces promoteurs ne participent pas suffisamment au développement du pays. Donc, il faut une bonne politique d'accompagnement de ces petites et moyennes entreprises de manière à ce qu'elles puissent être bénéfiques à leurs promoteurs, afin qu'elles puissent avoir la capacité de créer plus d'emplois, afin qu'elles soient en mesure de payer suffisamment des impôts à l'État pour pouvoir participer vraiment au développement du pays. Donc, il y a un lien intrinsèque entre l'entrepreneuriat et le développement. Oui, quand vous parlez d'entrepreneuriat classique, vous êtes allusion à quoi? C'est les entrepreneuriats, c'est ceux qui travaillent pour gagner de l'argent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, je crée mon business, je crée mon restaurant, je crée mon atelier, je travaille. Ce que je gagne, c'est pour moi, j'empoche. Toi et moi, nous avons créé une société, nous travaillons, c'est pour gagner de l'argent, le bénéfice nous appartient, on empoche, on fait ce que nous voulons. Or, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire, ils travaillent en commun, même s'il y a excédent d'exploitation, alors ils investissent toujours dans leur mission sociale pour toujours régler des problèmes de la société. Donc, il y a les entreprises qui évoluent dans le secteur classique, c'est-à-dire entrepreneuriat classique, et il y a aussi d'autres entreprises qui prennent la forme d'entreprises sociales. C'est-à-dire que ces entreprises aussi participent même à la création de la richesse, mais elles sont plus engagées à apporter des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux. Ce deuxième type d'entreprise, entreprise sociale et solidaire, ces entreprises sont créées par l'autorité ou bien par les individus? Par les individus. Et je crois qu'au Togo, il y a eu des avancées. Je crois que très prochainement, nous aurons une loi spécifique, une loi cadre relative à l'économie sociale et solidaire, également à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc je crois que les choses ont évolué et nous attendons vraiment le vote de cette loi pour permettre un cadre réglementaire, un cadre législatif approprié au développement de ces types d'entreprises. Oui, si on prend le cas de notre pays, le Togo, quels sont les défis qui se présentent à nous, qu'il faut relever pour booster le développement? D'abord, il faut
promouvoir l'entrepreneuriat. Il faut amener les citoyens à travailler suffisamment. Et donc, quand je dis qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat, il faut mettre en place un cadre intégré d'accompagnement des entreprises. Et donc, il faut des programmes fédérateurs. Il faut une synergie d'acteurs qui accompagnent les entrepreneurs, de manière à ce qu'on puisse optimiser les ressources et maximiser les résultats. Et ça, c'est très important. Deuxième chose à faire, c'est qu'il faut assurer la bonne gouvernance des ressources générées. Et donc, ceux qui seront chargés de collecter les ressources doivent mieux affecter ces ressources-là vers les secteurs stratégiques pour booster toujours notre économie, pour mieux réaliser les projets de développement du territoire. Autre action à mener également, qui est importante, c'est d'éduquer l'ensemble des citoyens sur les fondamentaux du développement. Également, les citoyens aussi doivent s'organiser pour participer à la vie publique, surtout en faisant le contrôle citoyen de l'action publique. C'est très important parce que nous avons des besoins, on a des besoins et chacun de nous a sa part de responsabilité. Soit on apporte l'idée, soit on agit, soit on paie les impôts, soit on fait quelque chose, ou soit même je participe au balayage de la rue. Donc, en tant que citoyen, j'ai ma part de responsabilité. Il y aura des citoyens qui peuvent aussi éclairer, qui peuvent éduquer. Les missions que nous sommes en train de faire, nous jouons aussi notre rôle, ça. Amener les gens d'abord à être éclairés. Parce que si vous n'êtes pas éclairé, vous allez toujours agir dans l'obscurité. Quand vous n'êtes pas éclairé, vous aurez des problèmes, mais vous ne saurez pas quelle solution apporter à ces problèmes-là. Donc d'abord, l'information, la connaissance est le point de départ. D'ailleurs, votre émission le précise très bien. C'est l'idée, c'est que la lumière. Donc quand on a des idées, d'abord ça apporte l'éclairage, la compréhension. Et donc, la preuve, c'est que si vous voulez construire un bon bâtiment, un immeuble à étage, c'est que vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Il vous faut d'abord un architecte pour vraiment faire le plan. Et donc, il faut être éclairé. Donc, nous disons aujourd'hui que fondamentalement, on ne peut pas faire le développement en mettant de côté les citoyens. Le développement ne se repose pas seulement sur l'élaboration des bons tests. On peut beau voter les tests à l'Assemblée, on peut beau prendre des décrets, des arrêtés, mais si les citoyens qui sont concernés par ces problèmes ne sont pas bien préparés, ne sont pas impliqués, on n'aura pas de bons résultats. Et donc, nous avons besoin d'un cadre réglementaire et législatif approprié, mais nous avons besoin plus de la participation des citoyens et cela doit passer par l'information, la formation des citoyens. Et je crois que le gouvernement a bien compris cela. C'est pour des raisons que les différents ministères sont très impliqués aujourd'hui dans le rapprochement des citoyens à l'action publique. Et il y a des ministères, il y a un ministère spécialement qui est chargé de l'éducation à la citoyenneté. Et donc, ces actions méritent d'être accompagnées, encouragées, soutenues. Maintenant, il faudrait que les citoyens même prennent conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous devons entrer dans la danse, à ne pas rester toujours spectateurs. Et cette situation aussi se présente parce qu'à un moment donné, il y a crise de confiance entre les administrés et les détenteurs de pouvoir et les décideurs. Mais il faudrait que les décideurs puissent quand même trouver le bon mécanisme pour rassurer, mettre en confiance les citoyens de manière à ce que chaque citoyen se sente responsable, se sente concerné par les questions de développement. Donc, si ces conditions ne sont pas créées, nous pouvons toujours parler de développement, mais les actions seront toujours mitigées. On ne connaîtra pas une avancée spectaculaire, on ne connaîtra pas une avancée significative pour vraiment s'assurer que ce que nous faisons apporte du bien aux citoyens. Oui, tout à l'heure, vous parlez des fondamentaux du développement. C'est quoi les fondamentaux du développement? Il faut d'abord la clarification des concepts. Parce que quand vous parlez de développement aux gens et que les gens ne savent même pas de quoi il s'agit, moi, plusieurs fois, il m'est arrivé de faire des conférences avec les étudiants et je leur pose la question, bon, qui veut le développement? Et ils lèvent tout cela même. Et je leur demande, c'est quoi le développement? Pose cette question même aux gens, même parfois aux acteurs qui tiennent les discours dans lesquels ils prononcent plusieurs fois le mot développement, demande-leur, c'est quoi le développement? Si nous ne connaissons pas quelque chose, ça veut dire qu'on ne saura même pas quelle stratégie définir pour y arriver. Et donc, il faudrait que ce que nous voulons d'abord soit expliqué. Toutes les composantes liées à cette thématique, à ce mot, à ce concept doivent être expliquées. Il faudrait que chaque acteur reconnaisse sa part de responsabilité, le rôle qu'il devait jouer dans ce cheminement-là. Et il faudrait que nous puissions vraiment ensemble comprendre quelle stratégie de mobilisation de ressources nous devons mettre en place pour pouvoir y arriver.
Et quel mécanisme de contrôle? Parce que si nous voulons agir, travailler en synergie, nous voulons faire le chemin ensemble, et qu'au départ, il n'y a pas de règles définies de commun accord, on risque de se mettre en conflit, et on ne peut pas avancer. Ça veut dire que les règles doivent être claires. Et dans ce cheminement-là, on doit d'abord savoir qui décide, qui exécute, qui contrôle, qui peut sanctionner. Je crois que c'est des choses aujourd'hui qui ne sont pas clarifiées, et nous sommes dans un foutu et tout le monde parle de développement. Il y a des gens qui clament le développement, il y a des gens qui souhaitent le développement, il y a des gens qui veulent accompagner le développement, il y a des gens qui agissent sur le terrain, mais à un moment donné, c'est que tout devient complexe. Ça veut dire que nous devons comprendre tout cela. Et si nous comprenons tout cela, si tout est mis en place normalement, vous verrez même qu'en matière de mobilisation de ressources, les citoyens peuvent payer facilement leurs impôts. Aujourd'hui, les décideurs n'ont pas suffisamment travaillé cette question-là. C'est ce qui fait que pour réaliser un certain nombre de projets, les pouvoirs publics sont obligés d'aller vers les institutions internationales au lieu de se tourner vers l'intérieur. Et en se tournant vers l'extérieur, nous irons faire des prêts. On appelle l'endettement. Nous allons endetter notre pays parce qu'on ira chercher de l'argent là-bas, somme de prêts, pour venir réaliser les projets. Et nous devons travailler pour payer ces prêts-là. Donc, du moment où vous n'arrivez pas à payer ces prêts, suffisamment, ça veut dire quoi? Vous ne continuez pas à vous endetter. Et donc, il est important que nous puissions vraiment travailler au niveau interne pour mobiliser des ressources endogènes afin que nos problèmes soient réglés par ces ressources-là. D'où la nécessité de bien gérer les ressources que nous mobilisons au niveau local. Et si nous gérons bien ces ressources, les actions que nous menons sont visibles, les citoyens voient cela, je crois qu'ils n'hésiteront même pas à payer des taxes et impôts pour nous accompagner. Donc, c'est ce que je peux dire quand on parle de fondamentaux de développement. Oui. En français facile, clair, expliquez-nous ce que c'est que le développement, pour que chacun puisse comprendre ce mot tant prononcé. Le développement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut décréter tout de pour dire c'est ça. Mais on dit c'est un processus. On dit, vous avez vu que les Blancs, à un moment donné, disent qu'en voie de développement. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'un jour, voilà, ceci s'est développé. On ne peut qu'apprécier quelques indicateurs pour dire qu'au moins arrivé à cette étape-là, on peut dire que vous êtes développé, mais vous devez toujours continuer parce qu'il y a plusieurs niveaux de développement. Vous pouvez être très développé sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan sanitaire, sur le plan social, mais il peut y avoir encore d'autres faiblesses. Donc c'est tout un cheminement. Mais comme je le dis, le développement a plusieurs composantes. Et quand on parle aujourd'hui de développement économique, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'État peut dépenser beaucoup d'argent pour construire des routes. Mais tant que les gens n'auront pas de revenus pour bien manger à la maison, ils ne vont pas apprécier ce que les décideurs politiques font. On peut dépenser 1000 milliards aujourd'hui pour construire la ville, mais quel impact cela a dans le panier du ménagère? Un citoyen lambda tire quoi de ces routes construites avec 1000 milliards? Ça veut dire que le côté économique, c'est très important. Si on construit des routes, moi je suis très étonné parfois de constater que l'État construit de jolies routes et la nuit déjà à 22h, quand vous passez par là, il n'y a aucune boutique qui fonctionne. Tout le monde est rentré chez lui. C'est un manque à gagner. Si on construit une route chez nous et que ces routes sont électrifiées, cela voudra dire que nous pourrons travailler toute la nuit. C'est des conditions qui sont créées pour que nous puissions travailler, mais les citoyens n'ont pas compris cela. Et ça, ce n'est pas la faute des décideurs. Ça veut dire que c'est lié même aux individus. Les individus n'ont pas compris cela. Si autrefois, je cessais les activités à 20h et que maintenant, la route qui passe devant ma boutique est goudronnée, elle est électrifiée, donc je ne dois plus m'arrêter à 20h. Parce que c'est à 20h là même que les gens quittent leur bureau, leur service, ils peuvent venir acheter dans ma boutique. Donc si moi je continue toujours par quitter à 20h, c'est que mon chiffre d'affaires ne peut pas évoluer. Donc le côté économique c'est très important. Maintenant, il y a le côté social. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de la société, il faudrait qu'on puisse aussi prendre en compte les plus faibles. Vous savez, dans une société, tout le monde ne peut pas créer son entreprise. Dans la société, il y a plusieurs types d'individus. Donc, il faudrait que nous puissions nous intéresser aussi aux plus faibles, les questions sociales. Il y a certaines choses, si on ne le fait pas, c'est que les individus, même s'ils ont les moyens, ne peuvent pas le faire. Ça veut dire que l'État doit s'intéresser à ça, côté social. Le côté sanitaire, par exemple, dans le social, on peut avoir le côté sanitaire, la santé. Il faudrait que si des gens ont des moyens, ils n'ont pas de centre de santé
bien équipés, ils n'ont pas des médecins bien qualifiés, ils ne pourront pas être bien soignés. Ça veut dire que si les gens travaillent, il va falloir que ces personnes aient des centres de santé pour bénéficier des soins de qualité. Il faudrait qu'il y ait une sécurité, il faudrait qu'il y ait des lieux de distraction. Quand on a de l'argent, il faudrait qu'on trouve au moins des lieux de distraction, les loisirs. Et donc, il y a plusieurs aspects. Et donc, quand on voit tout ça, on peut se dire que vous êtes arrivé à un niveau donné. Ça veut dire que des efforts que nous faisons aujourd'hui pour mettre en place les infrastructures, les routes, tout ça, je dis que nous devons féliciter cela, encourager cela. Mais il y a aussi d'autres aspects très importants qui doivent être pris en compte, de manière à ce que les gens puissent vraiment se sentir heureux sur leur territoire. Donc, je répète encore, j'insiste encore sur le volet économique, parce que si on ne développe pas notre économie, tout ce que nous disons, il faut régler les problèmes sociaux, il faut faire ceci, on ne pourra pas réussir durablement sans endetter le pays. Parce que si vous êtes décideur politique et que vous êtes obligé de poser des actes pour dire aux citoyens que vous gérez bien ou bien que vous vous souciez d'eux, tu es obligé à un moment donné d'aller chercher de l'argent ailleurs. Au lieu de les amener à comprendre que je suis le chef, vous m'avez élu, mais je ne peux pas faire de la magie pour vous. Il faudrait que vous puissiez travailler, il faudrait que vous payiez vos impôts pour que nous puissions régler des problèmes. Je crois que c'est une pédagogie. Donc aujourd'hui, pour nous, pour assurer un développement durable, il faudrait que les citoyens soient au cœur. Il faudrait que les dirigeants composent avec leurs citoyens. Il faudrait que les citoyens soient éduqués. Parce que nous aussi, parfois, nous détruisons les réalisations faites par les pouvoirs publics, ce qui n'est pas bien. Et quand on fait les routes, on fait les caniveaux, quand nous bouchons ces caniveaux-là, il peut y avoir inondation, il peut y avoir des problèmes. Or, on a mis en place ces caniveaux pour qu'il n'y ait pas inondation. Et si nous-mêmes, nous citoyens, nous bouchons ces caniveaux-là, ça veut dire qu'en période de pluie, il y aura inondation. L'argent qu'on doit prendre, par exemple, pour construire une école, l'État est obligé de prendre ça encore pour assister les sinistrés. Cela voudrait dire que nous aussi, parfois, nous sommes à l'origine des problèmes de la société. Donc, le développement n'est pas seulement l'affaire d'une seule personne ou bien des pouvoirs publics, mais c'est l'affaire de tous les citoyens. Et comme je le dis encore une fois, il va falloir qu'on fasse de la pédagogie pour que les citoyens comprennent d'abord de quoi il s'agit, comment on doit le faire, quel devait être le rôle de chacun. Si on arrive à gagner ce pari, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura un vrai déclic pour le développement et chaque acteur s'impliquera activement pour que le développement puisse être accéléré.